Cyclope. Bonjour Anne-Laure. Salut Clarence. Donc nous voici au Bois du Barde. On est le 21 juin. On a eu envie de faire un petit focus sur la sociocratie. Qu'est-ce qui t'a amené à t'y intéresser historiquement déjà, peut-être pour commencer Quand le Bois du Barde a commencé à être créé et au fur et à mesure des années, une de mes meilleures amies, Lynn, en fait, s'est formée à la facilitation de réunion et aussi à la coopération et à la sociocratie. Et du coup, au fur et à mesure qu'elle se formait, elle m'a enrichi de ça. Et du coup, après, je suis partie en formation de manager coopératif. Au fur et à mesure, moi, j'ai vu l'intérêt, en tout cas pour moi, en tant que leaduse, manageuse, enfin, je ne sais pas comment dire, à chaque fois, chef, je ne suis pas très à l'aise avec ces mots-là. Mais en tout cas, c'est moi qui suis la garante de la vision globale du Bois du Barde, en fait, et du rêve du dragon qu'on a pu mener ensemble avec ce fil rouge. Et du coup, je fais attention à tout ça. Et la sociocratie, moi, en fait, plus je m'y suis intéressée, plus j'ai trouvé que c'était pertinent pour moi, en tant que fondatrice et cofondatrice d'un lieu, parce qu'il y avait énormément d'horizontalité. Donc, chacun trouve sa place en fonction de ce qu'il sait faire. Il y a quand même de la verticalité. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est moi qui vais voir les autres quand je vois qu'il y a des grains de sable dans les rouages. C'est pas moi qui ai tout le poids décisionnel, parce qu'en fait, c'est des décisions par consentement. Ça, c'est un des 4 piliers de la sociocratie. Et donc, ça m'a allégée dans le fonctionnement. Dans ce fonctionnement-là, il y a 3 autres piliers. Alors, il y en a au Bois du Barde qu'on n'applique pas tout le temps parce qu'on n'est pas encore assez. Humainement, il n'y a pas encore assez de monde. Il y a les élections sans candidat. Donc ça, on fait une sorte de profil de poste, en fait, d'une action qu'on a envie de mener. Et du coup, ensemble, on va dire, on pense que cette personne-là, dans le groupe, dans le collectif, c'est elle qui va remplir toutes les compétences qu'on a besoin pour remplir ce rôle. Donc c'est pas la personne qui va se proposer, en fait. C'est vraiment le groupe qui donne à l'autre la possibilité de dire, mais si, toi, t'es bon là-dedans, quoi. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Après, le pilier qu'on n'utilise pas du tout ici parce qu'on n'est pas assez, c'est le second lien. C'est-à-dire qu'on fonctionne en cercle, et donc il y a un responsable de cercle, et derrière, il y a un second lien qui vient alimenter en fait, le cercle supérieur. Et le 4e pilier, c'est le fonctionnement en cercle. Donc ici, il y a 5 cercles opérationnels. Il y en a pour chaque structure juridique. Donc il y en a un pour la ferme, il y en a un pour le camping, l'accueil touristique, il y en a un pour Quad Bars, qui est l'asso pédagogique, et un pour Brest Coopération, qui est l'association de formation. Et le dernier cercle, en fait, c'est celui des habitants et des woofers. Qu'est-ce que ça apporte au Bois du Barde, la sociocratie? À quel besoin ça vient répondre? Un besoin personnel, du coup d'allègement pour moi, et aussi que chacun puisse trouver sa place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens sont inclus au Bois du Barde, ils ont un pouvoir de proposition de choses diverses et variées qui leur est donné grâce à la sociocratie. C'est pas parce qu'aujourd'hui, Gilles et moi, on est les propriétaires fonciers du Bois du Barde que les gens qui sont inclus dans le collectif n'ont pas de propositions à faire et n'ont pas d'action concrète pour aggrader le lieu, quoi. On peut dire que ça fait 3 ans qu'on vit vraiment plus pleinement. Que vous l'expérimentez. Ouais, et de manière cas un cas, parce que en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, par exemple, dans les paramètres qu'on voulait vraiment prendre en compte, c'était le développement personnel, et que chaque individu, en fait, qui participe au cercle, en fait, s'engage à jouer le jeu de travailler sur lui, en fait, et a vraiment une volonté personnelle d'avancer sur son chemin, juste de communiquer sur ses émotions, par exemple. Mais ça, avant, c'était pas possible tant que moi, j'avais pas travaillé plus sur moi. Et c'est vraiment 2 choses en parallèle, en fait. Moi, ça m'arrive régulièrement, et je pense que c'est tout à fait normal, où je vais respirer un grand coup, tu vois, je vais prendre... Alors, parce que la proposition active quelque chose chez moi, en mode, où sont mes limites? Comment je peux accepter la vision de l'autre, qui n'est pas forcément la mienne, mais qui va dans le sens du lieu, parce que l'objectif, c'est le lieu et sa vision à lui. Et que quand ça fait 10 ans que tu travailles à aggrader un lieu, 10-15 ans,
forcément, quand tu as quelqu'un qui arrive et qui veut tout chambouler, ou chambouler un truc, bah voilà, il y a des émotions qui se créent. Donc c'est de partager ces émotions-là et d'essayer de voir derrière, tu vois, c'est un besoin de reconnaissance, un besoin de... Est-ce que tu peux prendre en compte que nous, ça fait 10-15 ans que ça fait, qu'on bosse à ça, et des fois, voilà, c'est de trouver un équilibre entre nous en tant qu'anciens ou fondateurs et ceux qui arrivent de fonctionnement, quoi. Certains lâcher prise. Oui, un lâcher prise important, oui. De réflexion personnelle. Ça me fait penser à Seaton, je crois, le chef qui disait que la Terre ne nous appartient pas, mais que nous appartenons à la Terre. De la même manière, un peu le lieu appartient à tout le monde. Et c'est pas... La comparaison. Mais oui, en fait... Et d'arriver à prendre suffisamment de recul pour ne pas dire c'est mon truc, c'est mon... Et c'est quelque chose que moi j'ai travaillé aussi depuis quelques années, en acceptant le fait que, en fait, dans moi, mon objectif du Bois du Vin, c'est qu'à un moment donné, je puisse donner les clés. Je pars, que ça soit à ma retraite ou à 70 ans ou même dans 5 ans, enfin, j'exagère, mais et de pouvoir partir sereinement en disant ok, on a des bases qui sont solides, je suis capable de partir. Il y a trop de lieux aujourd'hui qui sont accrochés à un ego, quel qu'il soit, du fondateur ou de la fondatrice. Et c'est dommage, parce que du coup, souvent, ces lieux-là, d'expérience, ils ont périclité, ils ont fermé ou ils ont arrêté ce qu'ils faisaient. L'idée, c'est vraiment de pérenniser en fait un lieu qui a été construit au fur et à mesure par des hommes différents, des hommes et des femmes, qui sont différents et qui ont apporté leur couleur au lieu, quoi. Souvent, je dis le Bois du Barn, c'est 24 hectares de jeu, où c'est un terrain de jeu immense où on peut faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Et chacun peut amener son projet et décider de ce qu'il a envie d'amener ici, quoi. Quels sont les outils qui sont proposés et que vous avez mis en place au Bois du Barn ? Alors nous, on a une sociocratie qui est la nôtre. Je pense qu'on s'est approprié certains outils et on l'a agradé avec d'autres choses, comme la CNV, la communication non violente, ou des techniques de coopération. Dans la sociocratie, moi, ce qui me plaisait bien, c'est les protocoles de réunion, parce que souvent, dans les collectifs ou les groupes en général, en fait, les prises de décision, il y a un peu de réunionnite aiguë. Et que là, le fait d'avoir des réunions où en amont, on peut proposer les propositions peuvent se faire, et où en début de réunion, on va mettre un timing, et en fait, celui qui facilite la réunion s'engage à ne pas dépasser ce timing-là. Il y a au moins un facilitateur qui est garant de la parole. Il y a quelqu'un et généralement c'est lui qui regarde le chrono aussi. Et puis il y a quelqu'un qui prend des notes, parce qu'on prend des notes, mais pas comme dans les réunions classiques, on prend que les décisions qui sont actées. Comme ça, c'est moins envahissant pour la personne qui prend des notes. Et du coup, ça, c'est noté dans un cahier. Et c'est l'histoire du lieu et des prises de décision. C'est-à-dire que si un jour quelqu'un remet en question, ce qui est déjà arrivé, ce qui a été acté, en fait, on lui dit non. Là, tu vois, tel jour, à telle réunion, on a acté ça ensemble. Donc, il ne peut pas revenir dessus, quoi. La gestuelle, qui est importante à maîtriser, parce que du coup, ça permet aux introvertis d'avoir plus de place pour s'exprimer et aux extravertis de faire plus court. Par exemple, il y a un moment, quand ceux qui digressent, comme moi, il y a ce geste-là. Voilà, c'est en fait celui qui décide de mettre en place, il trouve que c'est trop long, parce que je suis partie sur d'autres trucs et tout. Il y a ce geste-là que souvent tout le monde est connu parce qu'on célèbre. Il y a les ça fait réfléchir ou je suis pas d'accord. Ça permet de, sans verbaliser, en fait, faire comprendre à l'autre que ça fait réagir les personnes autour de lui. Et donc le facilitateur, il peut revenir là-dessus. Dans les réunions, il y a des tours aussi d'éclaircissement, un tour de questions, et après il y a un tour d'objection. Mais grâce à l'objection qui peut être prononcée, c'est pas fermé en fait. La personne qui s'objecte, en fait, elle va expliquer pourquoi elle s'objecte. Soit c'est parce que ça dépasse ses limites à elle, soit ça dépasse les limites pour la structure. Dans les outils ici qu'on a mis en place, en plus de la sociocratie, la coopération, un jardin de la parole, une fois par mois, ou avec des outils de CNV, communication non violente, on va partir de constats factuels, c'est-à-dire, il s'est passé ça,
dans la bienveillance, qui sont encadrés par notre facilitatrice et qui vont permettre de remettre les choses à plat. À la suite du confinement, on a fait une après-midi de jardin de la parole où en plus on avait des nouveaux bouffeurs qui étaient là et tout, et ils ont apprécié partager ce moment-là avec nous. Les enfants qui ont vécu le confinement avec nous, il y en avait 2 sur 3 qui participaient à la réunion. Et voilà, ça a permis de poser des émotions, parce que même si on est sur un collectif, le confinement, il y a eu des répercussions aussi dans le quotidien, quoi. Et ce que je trouve très important, c'est ça. C'est de pouvoir reconnaître l'émotion et l'accueillir. Et plus tu le pratiques, en fait, plus ça va être court en temps. Parce qu'au début, tu peux être en colère 2 jours. Hein. Si tu n'arrives pas à aller chercher en profondeur dans la cave, quel besoin n'est pas entendu quand tu es en colère, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là, cette émotion-là qui est là, quoi. Et après, au fur et à mesure de la pratique, ça se réduit, quoi. Je pense qu'il faut vraiment que chacun travaille sur lui, en fait. C'est vraiment important. Et que chacun mette de l'eau dans son vin, si on peut utiliser cette image-là. Mais il faut vraiment qu'il y ait un travail, en tout cas déjà bien engagé, de chacun des parties. Et ça, c'est pas simple dans une mixité et une diversité qu'on veut sur un lieu, où on accueille des gens avec différents niveaux de transition. Et donc d'avoir un niveau de culture générale ou d'ouverture d'esprit qui est différent suivant les habitants. Et comment on arrive en fait à ce que chacun puisse avancer comme ça sur son chemin pour intégrer le collectif. Je pense que moi, en bonne extravertie, à partir du moment où j'exprime, en fait, moi, l'émotion qui me traverse et le besoin qu'il y a derrière, je redescends tout de suite, quoi. Ça peut être violent chez l'autre, s'il n'a pas l'habitude d'accueillir ce genre de fonctionnement. Je pense que c'est pareil, quand en fait, c'est un équilibre entre le je suis capable de dire et je suis capable d'écouter. Après, c'est vraiment une pratique qui n'est pas facile d'être dans l'empathie et dans l'écoute complète de l'autre et l'accueil de l'autre. Et là, je pense à Micha, qui fait partie du collectif, qui est thérapeute. Et je pense que c'est propre à chacun aussi. Dans le collectif, il y a des gens qui vont être plus capables d'entendre. Micha, il a un rôle de médiateur, quoi, parce qu'il arrive à entendre un point de vue de quelqu'un dans le groupe, et puis il va arriver à rejoindre les deux bouts, en fait, des deux personnes quand il y a des tensions. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être propre à un individu, mais où c'est pas des compétences qu'on va forcément arriver à tous développer à un certain niveau. Il n'y a pas forcément la capacité d'écoute, il y a aussi la capacité de dire, du coup d'exprimer et d'être clair sur ce qu'on ressent. Si je te parle d'énagramme, du coup ça t'a aidé toi? Oui. Ouais. Je souris. C'est un outil qui est hyper important, en tout cas moi qui m'a beaucoup aidé. Ce qui est bien avec l'énéagramme, c'est qu'il y a une sorte de curseur. On n'est pas figé dans un cadre et dans un chiffre avec son énéatype, parce qu'on est influencé aussi par les chiffres d'à côté, les énéatypes d'à côté, et puis par d'autres, ce qui fait qu'au total, on a un équilibre entre 5 fonctionnements, et en fait, il y a une sorte de curseur dans tout ça, en fonction si on est dans l'ego ou l'essence. Et l'ego, en fait, on peut y revenir vite, hein. C'est pas quelque chose du tout de figé même dans une journée. En fait, avec la fatigue, on peut revenir vite dans le côté égo, parce qu'on va avoir des réactions plus vives, parce qu'on est fatigué, ou parce qu'on s'est fâché avec quelqu'un avant, enfin bref, ou ça remue, quoi. Et donc ça m'a permis, moi, d'avancer sur mon chemin, et puis ça a une influence sur mon regard sur l'autre, parce que, ah oui, lui, il peut fonctionner comme ça. Et du coup, tu accueilles l'autre plus dans sa différence. Moi, ça m'a vraiment aidé à ça. Je pense que, en tout cas, moi, j'étais moins tolérante avant. Je pense que ça m'a apporté beaucoup de douceur et beaucoup de tolérance. Ça fait 5 ans que vous êtes en sociocratie, tu disais. Comment est-ce que ça s'est passé ces dernières années, cette gradation? Je pense qu'au fur et à mesure, il y a eu un lâcher-prise, parce qu'en fait, d'accepter que des fois, ça passe pas forcément avec tout le monde, en fait. Il y a des gens, c'est comme ça, on n'est pas aligné, ou on n'a pas été peut-être assez clair au départ dans les intentions de départ. Et du coup, il y a un moment donné, ils ne s'y retrouvent pas ou plus. Pour moi, c'est pas des erreurs, c'est des expériences. Et cette expérience-là, par exemple, on parle de la charte,
En fait, à chaque fois que quelqu'un est sorti parce que ça n'allait plus pour lui et pour nous, en fait, de cette expérience-là, en fait, on a continué à grader la charte des points de vigilance qui pour nous étaient importants dans le collectif, en fait. Et donc, c'est discuté dans le collectif d'habitants. Et c'est discuté aussi, du coup, avec nos facilitateurs et nos sages. Et donc, du coup, il y a une vue de ce qu'on nous on vit en tant que collectif d'habitants au quotidien. Et les facilitateurs et les sages, en fait, permettent d'avoir un recul en disant oui, c'est pertinent de rajouter ça parce que vous l'avez vécu comme ça. Voilà. Et donc, ça reste, c'est pas du tout des erreurs pour nous. Mais le lâcher-prise, il intervient parce que, il y a quand même des émotions, il y a quand même des fois des besoins qui ne sont pas entendus. Et du coup, comment on va gérer en fait cette période de transition entre le moment où on voit qu'il y a un grain de sable dans la relation à l'autre et de mettre des mots dessus et tout, du coup, il y a un moment où il faut vachement... moi, à chaque fois que je pense au lâcher prise, j'ai envie de prendre une grande inspiration et de faire une longue expiration parce que c'est ce que je fais quand j'ai besoin de lâcher prise. Et du coup, moi, ma première pensée, c'est est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave si là, enfin, je peux prendre sur des exemples très factuels, la pelle est au milieu du chemin ? Est-ce que c'est grave que la pelle n'a pas été rangée ? Tu vois ? Non. La terre est tout. Je veux dire, je respire. Là, aujourd'hui, il fait beau. Enfin, tu vois, j'ai besoin de me recentrer comme ça, en fait. Alors bon, je prends un exemple tout bête, mais qui peut vite devenir un petit grain de sable dans une chaussure. La pelle qui n'est jamais rangée au bon endroit, que tu passes 3 plombes à chercher ou que du coup tu shootes dedans quand tu passes. Ou juste pour quelqu'un qui est un peu perfectionniste visuellement, ça le saoule de voir la pelle au milieu du chemin tous les jours, en fait. Et du coup, le lâcher-prise, il commence par ça, quoi. C'est est-ce que c'est grave dans mon quotidien aujourd'hui que la pelle soit au milieu du chemin ? Si c'est répétitif, ça peut le devenir en fait. Et le grain de sable, il devient un tas de sable. Donc comment amener ça en fait et comment lâcher prise malgré tout quoi dans la relation à l'autre. Je pense que suivant les gens et leurs blessures, il peut y avoir aussi une sorte de déni. C'est-à-dire, non, c'est pas moi qui n'ai pas rangé la pelle. C'est-à-dire qu'on est responsable aussi de chacun, de tout ce qu'on fait au quotidien. Et donc, il y a un besoin d'être soi et d'être honnête vis-à-vis des autres. Mais pour être honnête vis-à-vis des autres, il faut déjà être honnête vis-à-vis de soi et pas être dans le déni de qui on est. Ça peut arriver qu'ici, on a des personnes qui passent et qui sont très ancrées encore dans l'ancien monde, même s'ils ont une envie de transition et de changement. Les deux ne sont pas incompatibles et antinomiques. Mais malgré tout, dans cette vision de l'ancien monde, en fait, ils mettent un masque, tu vois, pour s'adapter là où ils arrivent. Et en fait, l'idée de vivre en collectif, c'est que ce masque-là, en fait, tu l'enlèves, soit tout de suite, parce que tu es un peu réglo quand même et que tu vois où tu arrives, soit au fur et à mesure du fonctionnement, tu te dis, je peux être qui je suis au fond, entièrement et pleinement. Et donc être honnête vis-à-vis de toi et vis-à-vis du groupe. Et souvent, dans le fonctionnement qu'on peut observer ici, au final, et c'est pour ça qu'on peut sortir quelqu'un, c'est qu'il y a une dissonance, en fait, entre ce que la personne a rêvé de son inclusion dans un collectif, sur vers quoi elle veut tendre, en fait. Et comment elle arrive dans le collectif avec ses blessures en tant qu'humain, son histoire, et où elle a juste envie d'être acceptée, en fait, parce qu'elle a envie de vivre ses rêves dans le collectif. Sauf que, en fait, dans cette période de transition, il y a une dissonance hyper importante et un manque de clarté. Et du coup, au bout de plusieurs mois ou plusieurs semaines, du coup, ça va pas, ni pour la personne, ni pour le collectif, et que là, on en discute, et où il y a une sortie envisagée ou possible, en tout cas. Médiateur où la sociocratie est là pour, du coup, montrer notre co-responsabilité dans toute situation. Tu parlais hier de reconnaître, accueillir, exprimer. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Moi, je suis quelqu'un qui est noyé par mes émotions, j'y travaille pour être un peu moins submergé, mais c'est un travail de tous les jours qui est très fatigant. Et du coup, c'est de reconnaître quelle émotion là me traverse. Il y a un panel de vocabulaire, en plus on est très coupé,
quelque part aussi de ça, hein. Au fur et à mesure, le vocabulaire, il n'y a pas que la colère, la tristesse, la joie et l'amour, hein. Il y a tout un truc autour de ça et il faut se réapproprier les mots pour être très précis dans quelle émotion là on est. Tu vois, par exemple, là je suis désabusée, tu vois, la dernière fois j'ai utilisé ça. Enfin, c'est de reprendre un champ lexical plus important autour des émotions. L'accueillir, parce qu'en fait, moi au départ, comme moi c'est la colère, c'est une émotion chez moi qui est assez prégnante, je sais jamais quoi en faire. Et du coup, qu'est-ce que j'en fais de ma colère? Mais il faut que je l'accueille, parce qu'avant, j'étais vraiment en mode « Ouh, c'est chaud !» Et puis je veux pas la garder parce que ça me mange de l'intérieur. Et avec des exercices de visualisation aujourd'hui ou de respiration, ça me permet d'accueillir. Tu es là, ma colère. Elle est là. Ok. J'entends, tu es là. Je t'écoute. Et du coup, après, il y a comment je vais l'exprimer à l'autre. Comment je vais lui dire aussi, là, l'émotion qui m'a traversée, c'est ça. Et du coup, mon besoin, qui n'est pas une exigence, en fait, j'ai besoin de te l'exprimer, quoi. Prendre du recul, du coup, sur soi, mais sur les autres aussi, du coup, avoir cette empathie ou ce regard d'essayer de comprendre quel est le paradigme de l'autre. Comment tu prends du recul, toi? Moi, j'ai la chance incroyable de me réveiller sans réveil. Donc, j'ai pas encore les yeux ouverts, que déjà, je suis pleine de gratitude sur la journée que je vais passer. C'est des intentions, psychologiquement, je trouve que déjà, ça me met dans ma journée. J'ai besoin de m'émerveiller de mon environnement. C'est important de retrouver ce centrage de je suis dans le tout pour moi et de me laisser envahir par certains moments par la beauté de mon environnement. Et le soir, quand je me couche, c'est pareil. J'essaye de refaire un tour de ma journée, ce que j'ai beaucoup aimé, puisque j'ai dû accueillir, parce que j'ai dû lâcher prise sur des trucs, et pourquoi, et me dire que même si ça a été des moments qui étaient difficiles dans ma journée, en fait, j'en ressors plus forte, en tout cas plus grande encore de ces expériences-là, quoi. Alors, ça paraît joli en boîte, hein. Il y a des moments, je pleure. Tu vois, j'accueille aussi ça, quoi. Avant, pleurer, c'était pas difficile, mais même maintenant, devant les autres, je me laisse au moins couler l'émotion arriver, quoi. Parce que plus tu la retiens, plus ça fait mal là, en tout cas chez moi, à la gorge. Et plus t'es je sais pas, il y a un truc et en fait, de lâcher juste même ça. Voilà, parce que c'est pas que des émotions de joie et d'émerveillement, hein. Il y a des moments, c'est pas facile. Tu vois, il y a des moments, il n'y a pas une semaine, je pense, qui passe sans que j'ai envie de partir pendant 5 minutes du Bois du Barde. Parce que il y a ce côté un peu paradoxal où les gens peuvent m'envier de vivre la vie que j'ai rêvée et d'avoir un cadre, pour moi, qui a mon image idyllique de vie. Sauf que parfois, je leur dis, ça peut être une prison dorée aussi. Parce que la vie en collectif, c'est pas rose tous les jours, quoi. Il y a aussi ces travers, et puis et que du coup d'avancer ensemble sans trop perdre de monde en route, puis de laisser la porte ouverte. Voilà, c'est la vie, hein. C'est une roue en mouvement et qui avance, et que du coup il y a des illusions et aussi derrière tout ça, quoi. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose pour tous ces collectifs qui aujourd'hui se montent un peu partout? Ce retour à la terre, beaucoup de citadins. Je pense de faire attention entre le rêve qui est hyper idéalisé d'une vie à la campagne. Alors récemment sur les réseaux sociaux, j'avais vu quelqu'un qui avait partagé ça, et je trouvais que c'est juste ces mots. C'est s'autoriser à quand même vivre ce qu'il a envie, mais c'est-à-dire lui, pendant 3 ou 4 ans, je crois, il a coupé son bois pendant 2 mois et demi à la hache, machin, avec des coins et tout. Et il explique bien ça, qu'il a eu besoin de ça, mais qu'à un moment donné, en fait, il voulait passer à autre chose, et puis en fait, il s'est acheté une machine à mettre sur le tracteur, enfin, en tout cas, une casseuse qui va lui permettre de plus facilement et de réduire son temps de travail, et de ne pas être jugeant aussi sur la manière de vivre des autres, en fait. Chacun doit cheminer avec son chemin personnel, et je pense qu'il y a un équilibre à avoir, en fait. Il y a beaucoup de néo-ruraux qui vont être jugeants sur les façons de faire des autres. Voilà, il y a c'est cet équilibre-là à trouver, quoi. Et après, par rapport au collectif, je pense que c'est un peu similaire, c'est-à-dire qu'on idéalise, comme dans les années 70, j'imagine aussi la vie en communauté. Il y a des moments vraiment exceptionnels de célébration, de waouh, tu vois, souvent avec Micha, c'est quand on se met à table et qu'il fait beau dehors.
Tu vois, on mange bien, on est très épicurien, il fait beau, et là on savoure l'instant, quoi. Mais il y a aussi la contrepartie, en fait, des fois c'est pas toujours facile de s'organiser à plusieurs, et il faut pas oublier ces deux-là, quoi. On passe d'un certain absolu, d'un certain rêve, au relatif, où il y a des contraintes, les choses sont pas forcément aussi faciles. Avec l'humain, c'est pas aussi évident. Et peut-être du coup prendre le temps de passer de l'un à l'autre, de se faire différentes expériences, aller rencontrer, aller visiter des lieux. Oui, moi je pense que c'est ça. Hein. Parce qu'il faut aller. Moi je flippe quand les gens m'appellent et me disent on veut faire tout comme vous, on veut être autonome sur une ferme et on veut faire du maraîchage. Clé en main. Presque. Je dis, mais c'est quoi la motivation première en fait? Nous, notre vie, que ce soit Gilles ou moi, en fait, on voulait vivre cette vie-là, pas pour être autonome ou pour faire du maraîchage ou que sais-je. C'est la vie qui nous faisait vibrer dans sa simplicité en fait. Et comme dit Patrick Baronnet, heureuse la sobriété, mais il faut qu'elle reste heureuse. Et que du coup, le changement de paradigme, surtout avec la première grosse crise sanitaire internationale qu'on vient de vivre, et qui pour moi n'est qu'une première, en fait, et qui, voilà, on a besoin de résilience et de s'adapter. En fait, les gens, si leur objectif c'est ferme autonomie, ça va pas le faire. Ils vont être en souffrance à un moment donné. C'est pourquoi tu décides à un moment donné de partir en milieu rural, parce que la nature te fait vibrer. Mais pourquoi elle te fait vibrer? Enfin, tu vois, c'est toute cette réflexion-là qu'il faut avoir derrière. Et du coup, tu peux l'avoir, comme tu le dis très bien, c'est en allant dans différents lieux, apprendre à te connaître toi et tes besoins. On en revient, tu vois, la boucle, elle est bouclée. Hein. On en revient à la base, en fait. Qui on est, nous, et comment on va mettre ça en place dans notre quotidien. Parti. Action. Action. Tu veux un niveau? C'est ça. Il pourrait dire oui. Hein. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis. Je suis étonné qu'il n'y ait pas T'as de pas mis petite ton- bulle. T'as pas mis ton fil à plomb? Ouais. Marrez-vous. Ah ouais, grave.